Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et merci de nous retrouver en 2018 pour Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors, c'est encore le temps des vœux et l'occasion de souhaiter une bonne année à tous les auditeurs de Radio Nantes, qui est la radio qui monte, qui va bientôt avoir des petites sœurs dans toutes les grandes métropoles françaises. Alors aujourd'hui, dans Fréquence citoyenne, nous allons parler de transport public avec un éminent spécialiste, avec le directeur de la TAN, qui est Alain Vosvillevald. Bonjour Alain Vosvillevald. Bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Et on devrait dire d'ailleurs directeur de la CEMITAN, puisque c'est l'appellation exacte, mais les Nantais utilisent depuis très longtemps le raccourci TAN, qui est en fait l'appellation commerciale, un transport de l'agglomération nantaise. C'est la marque commerciale, voilà. Comme d'habitude, Philippe Audic, le président du Conseil de développement, est avec nous. Il nous accompagne pour cet exercice. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous intervenez comme d'habitude, quand vous voulez. Alors d'abord quelques mots sur vous, Alain Vosvillevald. Votre patronyme vous associe assez naturellement à l'Alsace. Vous aurez du mal à y échapper. Et vous avez d'ailleurs passé une partie de votre jeunesse à Strasbourg, je crois. Mais votre famille a bourlingué un peu partout en France. Oui. Vous avez connu d'autres endroits. Vous êtes arrivé à Nantes au début des années 70 pour faire vos études d'ingénieur à l'école centrale. Alors à l'époque, on disait ENSM, École nationale supérieure de mécanique. Et finalement, vous êtes resté dans cette ville. Vous avez eu une petite tentation, je crois, de recherche fondamentale à un moment, mais vous aviez le goût de l'opérationnel et vous êtes allé vers d'autres horizons. D'abord au centre d'études techniques du ministère de l'Équipement. Le ministère de l'Équipement a disparu depuis, a pris un autre nom. Et puis à la TAN en 90, dont vous avez pris la direction générale en 1999. Alors, la TAN, c'est quand même pas tout à fait rien dans la métropole. C'est un service public quand même très connu. C'est peut-être un des plus connus, parce que chacun d'entre nous a au moins une fois dans sa vie pris le bus ou le tram pour se déplacer. Alors, à ce titre-là, vous êtes quand même, alors votre modestie dut-elle en souffrir un petit peu, un personnage qui compte quand même dans le paysage local. En tout cas, vous êtes un personnage exposé. Parce que les services publics sont à la fois adorés et détestés, c'est bien connu, et les responsables se retrouvent en général en première ligne quand il y a un souci. Alors, le service public de transport relève formellement, il faut le rappeler, à Nantes Métropole, qui est le décideur politique et le financier, mais enfin, du point de vue de l'usager, l'interlocuteur identifié, c'est quand même la TAN. Et je pense que s'il y a un problème dans les trams, ils pensent plus à la TAN qu'à Johanna Roland directement. Oui, on reçoit les réclamations, c'est déjà ça. Alors je précise que vous allez quitter votre poste à la fin de cette année, donc vous êtes donc aujourd'hui dans une position qui vous permet de porter un regard, je dirais, un peu plus détendu peut-être sur l'évolution des transports publics. Alors comme d'habitude dans cette émission, ma première question est peut-être un peu personnelle. Vous êtes venu à Nantes pour vos études et puis finalement vous êtes resté. Oui. Alors à l'époque, Nantes n'avait pas l'image qu'elle a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait rester ici, vous installer ici? D'abord, je pense que je m'y trouvais bien dans les années 70. Je m'y suis marié, donc et j'ai rencontré une Nantaise, donc c'était une raison suffisante, me semble-t-il. Et puis il se trouve que très rapidement, j'y ai aussi trouvé du travail quand je suis sorti de l'école. Donc ce qui m'a finalement un peu ancré dans ce territoire. Et il se trouve que dans l'activité de transport, qui était le chemin que j'ai suivi, à la fois au ministère dans un premier temps, et puis aujourd'hui à la CEMITAN, Nantes a une réputation très historique, puisque Nantes a une relation avec les transports assez ancienne. Je vais pas refaire l'histoire de Stanislas Baudry, de Louis Mekarski, enfin, il y a toute une tradition de transport extrêmement forte à Nantes. Et c'est une ville qui, dans cette période-là, a commencé à se développer fortement, ce qui finalement a fait que la relation transport-urbanisme, ville en développement, était sans doute un coin intéressant. Donc, je ne regrette pas d'être resté dans cette ville. Deux, là aussi, par manque de modestie, j'ai le sentiment un petit peu d'avoir participé peu ou prou à quelques éléments du développement de cette agglomération, notamment dans le champ des transports, bien sûr. Alors vous avez rappelé Mekarski, c'était une vieille histoire à Nantes. Et quand vous avez intégré la TAN, vous êtes arrivé finalement après l'aventure de la première ligne de tram, qui avait été une aventure assez compliquée. À quoi ressemblait l'entreprise à cette époque? L'état des transports, c'était quoi? Alors moi, je suis rentré dans l'entreprise en 90, donc nous avions à l'époque-là... on était reparti sur une première phase de développement, après la période un peu des pionniers, j'allais dire, qui est... l'arrivée d'Alain Chénard en 77 à la mairie, la création de la première ligne et sa mise en service en 84-85, dans un contexte qui est évidemment pas celui d'aujourd'hui.
puisqu'il y avait eu un changement municipal, les anciens comme moi s'en souviennent, sur une campagne d'ailleurs qui avait porté en partie sur la construction du tramway, et qui avait valu à l'époque un certain nombre de polémiques sur était-il vraiment nécessaire de refaire du transport public sous forme de tramway dans une ville comme Nantes. Il y a eu une période, donc, entre guillemets, d'accalmie, 83-89, la période de Michel Chauty. Et c'est vrai que quand Jean-Marc Ayrault arrive à la mairie de Nantes, la politique de transport reprend un coup d'accélérateur. Et je rentre dans l'entreprise en 90, au moment où le projet de deuxième ligne commence à s'affirmer, avec un débat d'ailleurs qui était le prolongement nord de cette deuxième ligne. Devait-il rejoindre le secteur de la route de Vannes, qui a pris la ligne 3 après, ou plutôt aller vers l'université, qui a été la volonté de Jean-Marc Ayrault dans cette décision. L'entreprise en 90, c'est une entreprise qui fait à peu près la moitié de ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'elle a environ 900 personnes. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 1900. Elle est une entreprise qui a déjà la double vocation d'être l'exploitant et au présent et à proximité à l'époque, c'était le syndicat, puis le district. Enfin, je ne vais pas revenir sur toutes ces formes d'intercommunalité, mais qui avait déjà cette double vocation, au-delà de son rôle d'exploitant, d'être aux côtés de la collectivité pour les opérations de développement. Donc cet état d'esprit, il a existé dans l'entreprise dès sa création en 79. Alors évidemment, il était un tout petit peu plus embryonnaire dans les années 90. Aujourd'hui, notre activité de développement, ça devient quelque chose de plus lourd. C'est l'équivalent de 30 personnes à la Sémitane qui travaillent sur ces sujets de développement. Donc c'était une entreprise qui avait déjà cette double casquette, dans une échelle qui était un peu plus petite, puisqu'à l'époque, le territoire aussi que desservait l'agglomération, enfin que desservait le réseau de transport public, n'était pas le territoire des 24 communes, qui progressivement sont entrées sur le périmètre des transports urbains. Donc j'allais dire, c'est plus qu'un embryon. L'entreprise, elle s'est beaucoup développée, mais en gardant assez fidèlement cette tradition d'être exploitant et développeur, d'avoir une vision du territoire. Donc elle a peu changé sur son état d'esprit, avec l'idée de dire aussi que son rôle de pionnier, ou d'être quelque part en volonté d'être un petit peu, comme dit notre président, avec un coup d'avance, c'est quelque chose qui est resté dans l'entreprise. On l'avait en 79 à la création, on l'avait en 90, j'espère qu'on l'a encore en 2018 et qu'en 2025, on aura encore cette idée de dire que pour Nantes, c'est quand même bien d'avoir une vision des transports avec un petit coup d'avance. Et ce positionnement de la Sémitane, là, vous avez rappelé, à la fois outil et développeur, c'est un statut quand même un peu particulier. C'est pas simplement l'instrument de politique. La Sémitane, c'est bien autre chose quand même. Oui, cette volonté, elle est assez rare, puisque dans beaucoup d'agglomérations, les gens qui s'occupent de développement dans le champ des transports ne sont pas les exploitants. Cette volonté, elle existait en 79 quand Alain Chénard a créé la Sémitane. Et je pense objectivement qu'il a eu parfaitement raison, parce que la relation entre le développeur et l'exploitant, c'est une relation importante. Sinon, on rentre dans une espèce de jeu un peu étrange en se disant je construis quelque chose mais je m'occupe pas de l'exploitation, ou quand j'exploite, je n'ai pas la vision de ce que ça pourrait être demain. Bon. En plus, je pense qu'économiquement, c'est un bon choix, parce qu'évidemment, ça limite un certain nombre d'interférences entre les développeurs et les exploitants. Et que dans le transport, la culture de l'un va très vite avec la culture de l'autre, puisque nous enrichissons les façons de développer le réseau de la vision de l'exploitant. Il y a des exemples très clairs sur quand il y a effectivement des difficultés sur le réseau, l'exploitant peut s'en exprimer auprès du développeur qui intégrera ça demain dans sa vision et dans ses façons de construire la suite du réseau. Évidemment, le développeur, il doit aussi intégrer systématiquement que derrière, il y a quelqu'un qui va l'utiliser au quotidien, et qu'on fabrique pas que des outils techniques. On fabrique des outils au service d'une population. Donc ce choix à Nantes, je crois qu'il existe peut-être un tout petit peu encore dans 2-3 villes françaises, était un choix extrêmement pertinent en 79. J'allais dire, je peux mesurer aussi la pertinence, finalement, à l'envie qu'ont les autres, et l'envie du modèle nantais. On parle beaucoup dans ce milieu, en tout cas dans le transport, du modèle nantais. Et quand les gens en parlent, quand la profession en parle, elle en parle plutôt avec une certaine forme d'envie. Donc on peut se dire que si les gens nous envient, c'est qu'il y a forcément quelque chose de bon. Et sur ce réseau, là, depuis 20 ans, 25 ans, ou même un peu plus, il s'est passé quoi finalement? Parce que vous avez rappelé
l'ouverture de la première ligne de tramway. Il neigeait, je crois, ce jour-là, je m'en souviens. Et le maire de l'époque, d'ailleurs, avait refusé de l'inaugurer. Tout à fait. Michel Chauty. Tout à fait. Depuis, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le réseau, il en est où ? Alors, le réseau, aujourd'hui, il a effectivement énormément grossi depuis les années 90. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, nous exploitons 40 km de tramway. La première ligne, elle en faisait une petite dizaine. Donc, on est multiplié par 4. On a mis en service, au-delà du tramway, les bus à haut niveau de service. Donc, la ligne de busway que les Nantais connaissent bien. On a fait un gros travail sur le réseau de bus au travers là aussi, d'un concept un peu inventé à Nantes, qui est le chronobus. Donc, j'allais dire, sur toutes les strates de notre métier, on a effectivement inventé un certain nombre de choses. On a aussi beaucoup avancé sur d'autres sujets que nos clients voient peut-être moins, qui sont à la fois la relation au client. Alors ça, ils le voient quand même un petit peu. C'est-à-dire, on n'a plus une relation au travers des guichets. On a aujourd'hui des relations beaucoup plus par des échanges de mails ou par des échanges informatiques. Et puis, je crois que plus profondément encore, l'entreprise a beaucoup changé dans son management. Parce qu'une entreprise de 2018, c'est pas tout à fait l'entreprise des années 90. La relation à l'humain, y compris dans une grande maison, elle a beaucoup changé. Bien sûr, avec le souci de la sécurité, qui fait qu'il y a forcément des règles hiérarchiques. La sécurité, c'est un sujet qui ne se discute pas. Mais derrière, la relation aux hommes, elle a forcément énormément changé, ne serait-ce que par la taille et comment on organise le dialogue dans une entreprise qui maintenant compte 1900 personnes. Et est-ce que la Sémitan, finalement, la TAN n'a pas fait que apporter du service aux Nantais, finalement? Est-ce qu'elle a aussi changé un peu l'urbanisme de la ville? Enfin, en tout cas, que l'arrivée des lignes de tramway a un peu changé la forme de la ville. Enfin, oui, alors, qui a changé quoi? Alors, c'est le problème de la poule et de l'œuf. C'est un bon vieux problème dans nos histoires d'urbanisme. Un tel problème d'ailleurs qu'aujourd'hui, puisque l'agglomération nantaise est en train de réviser son plan de déplacement urbain, elle révise en même temps son plan local d'urbanisme. Donc on sent bien que ce mariage urbanisme-transport, c'est un mariage important. Alors je ne sais pas qui a bougé l'autre. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on a créé certaines extensions du réseau de tramway, y compris dans des zones à l'époque où on avait l'impression qu'il n'y avait rien, je peux prendre très facilement l'exemple de la ligne 1 au-delà de Bellevue, tout le secteur autour d'Atlantis, il a complètement changé avec l'arrivée du tramway. Et quand il était arrivé, le tramway, il n'y avait pas grand-chose. Quand vous regardez la mutation de ce qui s'est passé route de Vannes avec la ligne 3, où tout ce quartier devient aujourd'hui un quartier d'habitat, et quand on regarde également comment les Nantais parlent de ça, c'est-à-dire quand vous regardez des agences immobilières, vous lisez souvent à proximité d'une station de tramway ou à proximité du chronobus, on voit bien que les gens ont intégré profondément la dimension transport dans leur choix d'urbanisme. Et autre chose, qui est peut-être une chance pour Nantes, qui est sûrement une chance pour Nantes, il y a des potentiels sur le territoire de la ville-centre qui font que, justement, cette politique, elle peut s'exprimer totalement. C'est une des grandes chances de Nantes d'avoir une ville qui, finalement, reste très, très centrale. J'ai rien contre les communes de périphérie, bien entendu, mais on a cette possibilité localement. Et l'exemple de l'île de Nantes en est encore un plus emblématique, mais il n'y a pas que ce quartier-là qui bouge. Il y a Saint-Joseph-de-Porterie, il y a tout le secteur Bautière-Chesnay, où, finalement, il y a un lien très fort avec le transport. Les deux secteurs que je viens de citer, ils sont en relation avec la ligne 1 de tramway. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas été choisis complètement au hasard, et c'est une des chances de notre agglomération. Philippe. Justement, sur la question du lien entre le transport urbain et l'agglomération, j'ai envie de vous poser cette question du périmètre de l'agglomération. C'est-à-dire qu'on voit bien que le premier service qu'attendent les habitants sur un territoire, c'est celui de pouvoir, c'est la mobilité, c'est la question de la mobilité, de pouvoir se déplacer, utiliser, quand c'est possible en tout cas, les formes de transport en commun. On vient de terminer un travail au Conseil de développement sur la question de la citoyenneté métropolitaine, et on est allé voir quelques communes en dehors de la périphérie de l'agglomération. Et on voit bien que dans ces communes, y compris les élus, disent « mais nous, on aimerait bien pouvoir contracter éventuellement avec la Sémitan, à défaut de pouvoir rentrer dans la métropole. » Donc je pense que l'histoire de la métropole, l'histoire de l'agglomération et de son périmètre est très liée au transport urbain. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est quelque chose que vous avez vécu particulièrement, et du coup, est-ce que demain,
des extensions du transport urbain, au-delà du périmètre, c'est quelque chose qui peut venir sur la table, y compris dans des contrats qui seraient particuliers avec certains territoires. Oui, alors c'est forcément une préoccupation forte à la fois de l'exploitant, mais aussi de l'agglomération, dans la mesure où c'est vrai que les territoires administratifs, la métropole, c'est certes une grande partie de l'attractivité, mais on sait tous que la vraie agglomération nantaise, elle fait peut-être 80 communes. Bon. Après, il y a une difficulté qui est que sans doute les moyens aujourd'hui d'un exploitant de réseau de transport urbain en zone dense n'est sans doute pas la bonne réponse en termes d'extension illimitée. J'allais dire, même notre réseau, il a atteint aujourd'hui un certain nombre de limites, puisque si je prends les communes les plus éloignées, nous sommes à des 15 km des centres-villes, avec des temps de parcours qui deviennent longs. Et puis en même temps, nous avons aussi collaboré, nous collaborons avec le département, de façon là aussi à intégrer mieux les réseaux, et nous travaillons aussi avec la SNCF. Donc je crois que la vraie question, elle est comment on peut articuler tout ça, pas forcément en le traduisant par une extension de ce que fait l'exploitant du réseau urbain, mais sans doute en intégrant mieux ce que font déjà les autres institutions. Et quand je dis intégrer mieux, ça veut dire intégrer sur le plan tarifaire, parce que souvent on nous reproche cette espèce de fracture tarifaire entre la zone urbaine et des consorts de cette zone. Sans doute faire mieux en termes d'intégration, en termes d'information client, parce qu'après tout, si je me place du point de vue d'un habitant du département, autre que l'agglomération nantaise, pour lui, c'est pas très grave de savoir si le moyen de transport qu'il utilise, il est géré par la Cimitane, la SNCF ou une société du département. Ça l'intéresse pas tellement. Moi, je pense que ce qui l'intéresse, c'est la continuité du service. Donc, effectivement, cette difficulté, elle tient après aux formes que nous n'avons pas encore su inventer pour desservir de façon plus intelligente et de façon collective des territoires beaucoup plus étendus que notre propre territoire. Là, pour traiter la question de Philippe, vous venez d'en reprendre pour 20 années supplémentaires à la Cimitane. On va prendre une première pause. Mon cerveau, un bateau qui navigue dans fatigue. Ma guitare, c'est l'effort qui me guide. Mon charisme funky d'artiste incompris se perd dans la mer lui aussi. Sentir l'évidence qu'il faut sortir les vidanges. Mais je ferai du ménage dans ma vie quand les nuages seront partis. L'hémisphère ouest s'enfonce et les mystères restent sans réponse. Mais où sont-ils partis, tous mes futiles amis? Aux dernières nouvelles, leur ciel serait gris. Sentir l'importance qu'il faut sortir la romance. Mais je ferai du ménage dans ma vie vers mes 25 ans et demi. J'ai le temps en masse, Mes deux yeux malheureux vont pleuvoir d'un mouchoir, puis mes larmes sont des rames qui poussent fort. Et puis mon équipage est irritable parce que le naufrage est inévitable. Sentir l'impuissance, partir en vacances. Mais je ferai du ménage dans ma vie après mon voyage aux États-Unis. Fréquence citoyenne. Vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne qui accueille aujourd'hui Alain Bosvilleval, directeur général de la Cimitane. Alors, on a parlé du service de transport et de l'agglomération. Ce réseau nantais, vous l'avez d'ailleurs déjà dit, a été longtemps une grande fierté locale, voire même une sorte d'icône intouchable. Pour les jeunes générations,
Il y en a beaucoup qui sont nés après la première mise en service du tramway. Le tramway est une évidence, et même il aurait plutôt une image un peu vieillotte. Dans un contexte où Nantes n'est plus tout à fait, ou en tout cas pas la seule pionnière dans ce domaine, quelles sont les grandes problématiques des transports publics aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs défis devant les réseaux de transport public de demain. Alors, d'abord, il y a un défi un tout petit peu, j'allais le dire, un peu sociétal, c'est-à-dire la société vieillit. Comment demain on va accueillir cette population, et c'est vrai on le voit déjà, on a parfois des incidents avec les personnes un peu plus âgées, on voyage un peu plus tard maintenant, c'est très bien, mais en même temps ça pose des problèmes. On a un défi énergétique, c'est évident, c'est-à-dire demain c'est quoi les choix d'énergie sur un réseau de transport public, avec tout le contexte environnemental qui existe de façon plus prégnante, même si là aussi on peut dire que Nantes a eu une forme de pionnière, puisque l'électrique du tramway c'est considéré comme une énergie propre, en tout cas localement, qu'on a fait aussi des choix sur le gaz qui sont là aussi plutôt assez en avant-garde. Et puis on a un certain nombre de défis qui tournent autour du digital, c'est-à-dire comment toute cette nouvelle technologie envahit progressivement non seulement la façon de produire dans un réseau, mais aussi la façon d'être en relation avec nos clients. Ça fait beaucoup de défis pour une agglomération, pour notre métier. Je pense que le plus simple, entre guillemets, aujourd'hui à appréhender, c'est le défi lié à l'énergie, parce que c'est une problématique qui se pose assez vite. Et comme je le dis, on a fait, nous, déjà, avec la collectivité, un certain nombre de choix qui se trouvent aujourd'hui confortés. L'électricité reste partout, en tout cas, une des énergies que l'on va utiliser de plus en plus dans les transports. Nous-mêmes, nous allons passer la ligne 4 demain à l'électrique, alors qu'elle est au gaz. Le gaz, tout le monde sait qu'on va essayer d'évoluer vers du biogaz, donc une énergie aussi propre, et si possible en lien avec le territoire, ce qui serait la meilleure façon de faire de l'énergie. Et puis, en parallèle, on mène quelques expériences sur l'hydrogène, parce que là aussi, on sent bien que c'est un vrai défi. Donc celui-là, j'allais dire, il est compliqué, parce qu'il nécessite aussi des investissements, etc. Mais il est relativement maîtrisé. D'ailleurs, je pense que la réponse, elle ne sera jamais unique. Demain, le réseau de transport, il sera avec plusieurs types d'énergie. Il nous restera peut-être un tout petit peu de gazole, parce que là aussi, le gazole a fait des progrès, mais on sera sur des mix d'énergie. Le défi digital, il est un peu plus difficile à appréhender, parce qu'il y a une partie assez simple, entre guillemets, si j'ose dire, qui est comment ça transforme les relations avec nos clients. C'est déjà un petit peu en place, même si parfois j'ai pu lire que nous étions en retard sur ce sujet, ce que je ne crois pas, mais chacun lit ça dans la presse spécialisée. Voilà, j'ai cru lire ça, mais je suis pas sûr qu'on soit si en retard que ça. Et je vais m'expliquer, c'est simplement parce que nous, on a toujours considéré que ces progrès digitaux, ils n'avaient réellement du sens que s'il y avait un service plus pour le client. On ne fait pas de la technique, on ne fait pas de l'innovation simplement pour faire plaisir aux ingénieurs. On le fait s'il y a un retour sur nos clients. Et si je prends un exemple que je connais bien, la carte Libertane qu'on a créée sur ce réseau, l'intérêt client qu'on avait vu, c'était la carte Libertane sur mesure. C'est-à-dire je paye en fonction de ma consommation. L'outil carte électronique, carte à puce, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel service je peux faire porter sur cet outil technique. Donc là, on n'est qu'au début d'une transformation qui va être beaucoup plus importante. Elle est déjà en marche. Je veux dire, il n'y a plus aujourd'hui un seul atelier de maintenance qui travaille comme il travaillait à 20 ans. On est envahi par toute une série de diagnostics qui devraient permettre d'être plus performants encore que nous le sommes. Et puis, il y a le troisième défi que j'évoquais, qui est lié à l'évolution de la société, là qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Comment nos réseaux vont s'adapter demain à des demandes de transport qui ne sont pas tout à fait celles d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore tous les éléments de réponse, même si on voit émerger par-ci par-là un certain nombre de réponses que d'ailleurs permettent les techniques. C'est des covoiturages organisés avec des systèmes de mise en relation des clients. On évoquera peut-être aussi les véhicules autonomes, qui est aussi peut-être un élément de réponse dans un certain nombre de secteurs où le modèle du transport public n'est pas aujourd'hui optimum pour des raisons économiques. Parce que j'ai oublié bien sûr le dernier défi, qui est le défi économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un réseau de transport, en France comme à Nantes, comme dans beaucoup de villes, est un réseau qui ne suffit pas à s'auto-alimenter. Les recettes que payent nos clients, c'est 40% du prix de fonctionnement. Si j'ajoute l'investissement, c'est à peu près 20% que payent nos clients. Or, ce modèle, si on le projette dans une perspective de développement,
il pose une vraie difficulté locale, c'est-à-dire comment j'assume l'ensemble de ces charges. Je pense qu'on n'a pas encore non plus les réponses sur la durabilité complète du modèle économique. Il y a même des prémices en France, un certain nombre de villes qui sont amenées à réduire le service aujourd'hui, alors qu'en même temps, il y a une demande de service plus fort. On est dans une forme un peu paradoxale. Il y a plus de demandes de service. On ne veut pas le payer au vrai prix, parce que le vrai prix, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on trouve forcément les choses toujours trop chères. Et en même temps, les collectivités locales, je sais pas, tout le monde le sait, sont dans une situation financière plus difficile qu'elle n'était il y a 20 ans. Et donc, ce paradoxe de comment ce modèle va durer nous interpelle évidemment beaucoup. Vous avez dit que l'usager, le client, payait à peine la moitié du prix réel. Ça coûte combien aujourd'hui à la métropole, les transports publics ? Alors, si je prends juste le budget de fonctionnement, mais la Cémitane, son budget de fonctionnement, c'est à peu près 60 millions d'euros par an, sur lequel les recettes qu'apportent les clients, c'est 65 millions d'euros, pour faire simple. Ce qui veut dire que la collectivité apporte 95 millions d'euros pour le faire fonctionner. Ça, c'est uniquement le fonctionnement. Après, il faut investir. Et dans une agglomération, il y a deux sortes d'investissements. Il y a tout ce qui va être l'investissement pour maintenir l'outil, parce que nous avons un outil extrêmement important, quasiment 100 tramways, 400 bus, ça a un coût. Si on les renouvelle tous les 20 ans, ça fait un coût simplement pour maintenir l'outil qui doit tourner aux alentours de 50 millions d'euros par an, si je prends tous les systèmes. Et puis après, et on est dans une agglo qui a effectivement cette volonté, qui veut développer. Donc il faut rajouter à ces 95 millions de fonctionnement les 50 millions d'investissement de maintien de l'outil, plus du développement qui va tourner entre 20 et 50 millions d'euros par an. Donc en gros, ça coûte à la collectivité pratiquement 200 millions d'euros, sur lequel aujourd'hui il y a une ressource spécifique. Nous sommes en France, et il y a un versement transport, la taxe que payent les entreprises, qui à Nantes est aussi dynamique, parce que l'agglo est dynamique, qui représente à peu près 150 millions d'euros par an. Donc on voit que le système a besoin de la ressource aussi de la collectivité, en complément des ressources affectées. C'est un système qui coûte cher, 200 millions d'euros par an à peu près. À la limite, quand je dis c'est cher, ça n'a pas réellement de valeur, parce que c'est cher par rapport à quoi ? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les 15-20% de trafic que prend le réseau de transport public, dans quel état serait l'agglomération ? Et puis après, il faut mesurer toutes les externalités qui sont plutôt positives sur un réseau de transport public. On parlait de pollution, on peut parler d'accidentologie, on peut parler de développement économique. Tout ça, c'est des externalités qui ne rentrent pas dans une comptabilité aussi simple que celle que j'ai faite. Donc le modèle économique est toujours très compliqué, parce que selon ce qu'on veut montrer, on y ajoute différentes choses. Moi, je pense que les transports publics sont utiles. D'ailleurs, personne dans cette agglomération et personne dans les grandes villes ne remet en cause ce modèle-là. Après, c'est comment je le positionne et je le dimensionne par rapport à plein d'autres politiques que les agglomérations doivent soutenir. Parce qu'en face des 200 millions d'euros, l'usager, parfois, il a l'impression qu'il paye son ticket trop cher. Oui, il a toujours le sentiment de payer trop cher. Bon, d'ailleurs, parce que je crois que quand on est consommateur, on croit toujours qu'on paye trop cher. Je crois surtout aussi, pendant longtemps, on n'a pas considéré la mobilité comme quelque chose de coûteux pour la produire. Et on a d'ailleurs même une relation à cette mobilité un peu tous particulière en France. C'est-à-dire que l'automobile, on ne la considère pas toujours comme un coût. Or, il suffit de regarder toutes les études qui sont faites. Une voiture dans un ménage, les chiffres, ils varient toujours entre 4 et 5 000 euros par an. Mais ça ne rentre pas dans la comparaison du coût du transport. Nous, on vend des abonnements à 50 euros par mois. Donc, on a du mal à faire, et on a du mal à faire rentrer cette dimension économique. Parce que pour les gens, la relation entre la voiture et le transport public n'est pas la même. Parce que, comme on l'évoque, la mobilité est un droit, entre guillemets, mais c'est un droit qu'on aimerait dont on pourrait vouloir bénéficier sans le payer à sa juste valeur. Or, le problème de la mobilité, en tout cas dans un réseau de transport public, c'est qu'elle est produite par des hommes. Une entreprise de transport, aujourd'hui, c'est une entreprise de main-d'œuvre. La Cémitane, j'évoquais, c'est 1900 personnes, mais il y a 1200 conducteurs. Et donc, forcément, ça a un coût à la production. Donc, il y a une difficulté à mettre en relation ce qu'on paye et le service qu'on a derrière, parce qu'on a une image un peu déformée par l'automobile. Philippe a rappelé tout à l'heure
le tramway un peu comme icône nantaise. Est-ce qu'on va voir des nouvelles lignes de tramway? On commence à annoncer des choses sur l'île de Nantes. On a l'impression que le tramway était peut-être déjà passé un peu dans l'histoire ancienne. Est-ce qu'il va revenir dans les années qui viennent? Il y a des décisions qui ont été prises, donc il va revenir de façon certaine, puisque le choix qui a été fait par la métropole de desservir le nouvel hôpital notamment, et puis la future ZAC des Îles de l'autre côté du côté de Rezé, par une ligne de tramway, est un choix qui vient d'être affirmé. Même si aujourd'hui, il y a encore un certain nombre d'études sur les tracés, mais on n'est plus sur la remise en cause du choix. Et d'ailleurs, ce choix est concrétisé par le fait que nous sommes engagés sur à la fois le renouvellement du parc de tramway, mais aussi une extension du parc tramway de l'agglomération à partir des années 2021-2023. Donc clairement, il y aura un retour du tramway à Nantes dans les 5 ans qui viennent. Ça sera déjà... mais il faut pas le voir comme ça. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu d'interruption. Il y a eu un moment, une pause sur le développement, mais qui ne s'est pas arrêté, puisqu'on a fait autre chose. On a fait du busway, on a fait du chronobus, et on sait tous que l'ensemble des lignes du réseau, il y a 50 lignes, il n'y aura jamais 50 lignes de tramway à Nantes. Donc déjà, si on arrive à en faire une 5e et une 6e, ce que je crois, on aura déjà un réseau qui commencera à ressembler à un réseau d'une grande ville européenne. Puisqu'on est sur cette question du retour du tramway et de nouveaux projets, il y a évidemment l'actualité très récente qui concerne Notre-Dame-des-Landes, enfin l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, et donc on commence à reparler d'une connexion, d'un lien, en fait, à l'aéroport existant, à Nantes Atlantique. Oui. Donc est-ce que la ligne qui va desservir la ZAC des Îles peut demain être prolongée jusqu'à Nantes Atlantique? Est-ce que c'est déjà un peu dans les cartons? Non, c'est pas encore dans les cartons, mais en même temps, c'est vrai que c'est un vrai problème. On ne connaît pas de grand aéroport qui ne soit pas desservi en lien direct avec la ville-centre de façon extrêmement performante. Alors c'est vrai que l'actuel aéroport de Nantes Atlantique, s'il continue, donc si c'est le choix de le développer, il n'est pas très très loin du réseau de tramway. La station Neustrie de la ligne 3 est en bordure du périphérique. Il doit rester quelques kilomètres, mais pas des kilomètres difficiles. On n'est pas en milieu dense. Et on peut très bien imaginer que la question se reposera de la desserte de cet aéroport. Pour nous, c'est sans doute plus facile que Notre-Dame-des-Landes, qui en plus n'était pas dans notre périmètre de compétences. Bon, mais là, je sais que tout ça va maintenant remûrir, donc il n'y a pas de décision. Forcément, nous, on se dit, si l'aéroport reste là, il aura sans doute besoin d'une vraie liaison avec le centre-ville, et nous sommes en capacité de la mettre en œuvre. Est-ce que le tramway pourrait un jour remplacer le busway? C'est-à-dire que le busway, tout le monde sait qu'il est quand même un peu saturé, c'est un gros succès. Est-ce que cette ligne qui aurait pu être un tramway autrefois pourrait le devenir un jour une ligne de tram? Alors, c'est un sujet qu'on a abordé, il se trouve, hier en discussion avec des visiteurs de Clermont-Ferrand qui venaient voir le busway et qui nous ont posé la question, puisqu'ils se posent la question de leur deuxième ligne, quel est le bon choix? Bon. Alors, il faut remettre l'histoire du busway dans son contexte. C'est-à-dire que à l'époque, c'est vrai que ce secteur devait être desservi par un tramway, pas tout à fait le tracé du busway, et qu'on y a à l'époque renoncé pour des raisons principalement économiques, parce que nous étions sur un projet qui à terme coûtait plus de 700 millions d'euros, à l'époque pour une fréquentation qu'on avait estimée à 30 000 euros. Donc on s'était planté à peu près sur toute la ligne. 30 000 passagers. Oui, 30 000 passagers, pardon, oui. Aujourd'hui, on est à 40 000 passagers sur la ligne de busway. Bon. Donc on sait que cette ligne est saturée. Aujourd'hui, la réponse, ça va être dans un premier temps, ce qui va se faire en 2018-2019, l'augmentation de la capacité de ces véhicules. On va gagner à peu près 30% de capacité en mettant en place des véhicules de 24 mètres. Si la croissance de ce secteur reste au rythme où elle est, c'est une solution qui va avoir une durée de vie peut-être d'une dizaine d'années. Bon. La question de la transformation en ligne de tramway, parce que derrière ça, c'est cette question-là, elle a toujours été envisagée dans la mesure où, lorsqu'on a fait les travaux du busway, on avait imaginé qu'on pourrait un jour la transformer en ligne de tramway, notamment parce qu'on a dévié des réseaux, etc. Il restait un certain nombre de sujets qui, à l'époque, n'avaient pas été tout à fait traités. C'est le problème du pont, quand on arrive à Duchassan. On a un pont qui, aujourd'hui, ne permet pas de faire passer un tramway. Mais je rappelle que dans le projet initial du busway, ce pont devait déjà être fait. On y a renoncé pour des raisons économiques. Et puis, comme toute ligne de tramway, elle n'est pas comme ça dans l'absolu. Il faut la relier à un reste de réseau. Et c'est vrai que brancher la ligne de tramway, si elle est sur l'itinéraire du busway, avec la ligne 1, ce qui paraîtrait le plus facile, est assez complexe dans ce secteur,
En plus, c'est un secteur qui est en train de bouger, puisqu'avec tous les travaux de réaménagement autour de la gare, ce secteur va bouger. Et ce qui nous a toujours un peu freiné dans cette idée-là, c'était 2 choses. La première, transformer en tramway, c'est un investissement non négligeable. Mais c'est vrai que ça donnerait des capacités de fréquentation, en tout cas de capacités beaucoup plus élevées. Puis le deuxième sujet, c'est si demain on devait transformer cette ligne, que fait-on pendant la phase de chantier, qui va durer longtemps ? Il y a quand même 40 000 voyageurs jour sur cette ligne. Qu'est-ce que j'en fais pendant les 18 mois d'un chantier de tramway ? Donc pour l'instant, tout est toujours possible. C'est pas réellement à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui d'ailleurs correspondent à la politique de l'agglomération. C'est d'aller à un réseau plus maillé. Si je maille le réseau, et notamment avec des lignes traversant l'île de Nantes, je vais sans doute réduire l'espèce de pression qu'on a aujourd'hui sur un réseau extrêmement radioconcentrique. Donc je pense qu'une des alternatives, c'est de mieux travailler le maillage de notre réseau. C'est d'ailleurs l'ambition de la ligne C5 et du futur réseau de tramway, sans doute dans l'île de Nantes. Dans le milieu des transports collectifs, il y a aussi des militants de ces choses-là. Il y a des associations, on en connaît un certain nombre. Il y a une question qui revient souvent, qui est de dire oui, mais cet agglo aurait besoin de redéfinir un peu sa vision. On reparle de schéma directeur des transports collectifs. Oui. Où on en est de ça ? Alors, dans le cadre du plan de déplacement urbain qui est en cours de redéploiement, il y a évidemment un schéma directeur des transports publics qui va être mis sur le tapis. Moi, je pense que c'est indispensable parce que notre activité n'est pas une activité qu'on décide comme ça. Une ligne de tramway ou un projet de site propre, c'est quelque chose qui se réalise en 5-6 ans. Donc, si on n'a pas une vision prospective à moyen terme, que traduit un schéma directeur, on a du mal à imaginer un développement de réseau. Donc, c'est absolument nécessaire de revenir à un schéma directeur des transports publics dans l'agglomération. Très bien, on va prendre une pause musicale.
Fréquence citoyenne. Fréquence citoyenne avec Alain Bosvilleval, le boss de la TAN, des transports de l'agglomération nantaise. Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ces questions de sécurité que vous avez évoquées tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait l'actualité, ces questions de sûreté, on devrait dire d'ailleurs plutôt, et qui concernent à la fois votre personnel et aussi les usagers. Comment vous faites face à cette situation-là? Quels moyens vous avez pour y faire face? Alors, c'est un sujet compliqué. Puisque c'est un sujet sur lequel on ne peut pas accepter la situation dans laquelle elle est. C'est inadmissible, évidemment, que quelqu'un qui exerce une mission de service public se fasse insulter, voire taper dessus, parce que malheureusement, ça arrive. Je crois que malheureusement, il y a à la fois un constat et puis peut-être un certain nombre de pistes de solutions. Le constat, c'est que ça ne touche pas que les transports publics urbains et ça ne les touche pas qu'à Nantes. Alors, c'est pas rassurant de dire que le phénomène est national, mais nous restons malgré tout à Nantes sur un niveau d'agressivité qui est plutôt en dessous de la moyenne nationale. Ça ne me rassure pas, mais ça veut dire que ce phénomène, malheureusement, dépasse largement l'agglo nantaise. Et puis, il traduit aussi une tension dans la société d'une manière générale, puisqu'on parle souvent des agressions sur mes personnels, mais régulièrement aussi, quand on regarde les statistiques de sûreté, il y a beaucoup de conflits entre clients, sans toucher forcément au personnel. Donc je pense qu'on est dans une société qui s'est un tout petit peu durcie, enfin un tout petit peu est un euphémisme, qui s'est durcie, avec des problèmes qu'on ne rencontrait sans doute pas avec la même acuité il y a quelques années, c'est-à-dire la drogue, l'alcoolisme, des choses comme ça, qui bien sûr se répercutent sur la sécurité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'abord, il faut ramener les choses à leur juste valeur, il y a d'abord ce que doit faire l'État, il a une mission régalienne sur la sécurité publique. Mais évidemment, si je dis ça, ça ne suffit pas à répondre. Donc nous, on a pris des mesures qu'on peut trouver insuffisantes, mais qui sont quand même importantes. On a développé des services de prévention. Aujourd'hui, il y a plus de 75 personnes dans la Sémitane qui travaillent sur ces missions de prévention. Quand je suis rentré dans l'entreprise, ça n'existait pas, les services de prévention, il y a 25 ans. Parce qu'on n'avait pas besoin. La société s'auto-régulait toute seule, si j'ose dire. Bon. Donc aujourd'hui, les réseaux de transport public ont pris en charge une partie d'une présence humaine sous forme de prévention, parce que nous veillons à ne pas nous substituer à des missions de sûreté qui ne sont pas les nôtres. Donc il ne faut pas non plus mélanger les rôles. On a mis en place toute une série de moyens techniques. Alors ça va de tous les systèmes de caméras de vidéoprotection qu'on a dans nos transports publics depuis bien longtemps, qu'à Nantes, ils vont être développés sur l'espace public proprement dit cette année. Mais nous avons été là aussi extrêmement précurseurs, parce que c'est un moyen, non pas d'éviter, mais c'est souvent un moyen de freiner un peu ça, et puis surtout d'élucider un certain nombre de situations. Oui. Nous avons renforcé maintenant sur tous les nouveaux véhicules des vitres anti-agression. Nous avons renforcé tous les systèmes de vidéo et d'appel phonie pour essayer d'améliorer la réactivité à la fois des propres services et des services de police. Ça, c'est le premier point, des évolutions techniques importantes. Ça règle pas les problèmes, mais ça donne une connotation et c'est une nécessité quand même. Nous faisons un gros travail de pédagogie dans les écoles, avec les associations, dans le milieu, avec pas nous tout seuls, y compris avec les forces de police. Donc on n'est pas tout seul, avec la justice. On essaye de multiplier les coordinations de façon à ce que ce problème soit traité dans la plus grande largeur possible. Et puis malheureusement, quand les choses ne peuvent pas être traitées comme ça, nous avons mis en place tout un système d'aide à nos personnels quand ils sont victimes, d'accompagnement. Alors je sais bien que l'accompagnement, une fois qu'on a été victime, c'est pas une bonne réponse. Mais voilà, donc beaucoup de moyens techniques, des moyens humains, de la pédagogie. Je suis pas sûr qu'avec tout ça, on réussisse à juguler un peu ces phénomènes-là. Moi, ce que je constate, c'est que depuis 2 ans, après une très forte croissance, ils sont un tout petit peu en train de se stabiliser. Bon, à un niveau qui est 2 fois celui qu'on avait connu il y a 20 ans, mais on le stabilise. Bon. Après, j'espère que la police de proximité dont on parle, que le renforcement de la police municipale, qui maintenant vient dans nos véhicules alors qu'elle ne venait pas il y a quelques années, que la vidéoprotection, et puis surtout que le sentiment global, c'est-à-dire le sentiment citoyen, c'est-à-dire de ne pas rester forcément... C'est facile à dire, un micro. Mais ne pas rester inactif quand on constate des comportements qui mettent en danger, pas forcément mes personnels, mais d'autres clients. C'est difficile, il y a beaucoup de citoyens, quand il se passe quelque chose d'un peu anormal, ont tendance à regarder leurs chaussures, pour parler vulgairement. Donc là aussi, je pense qu'il y a peut-être un petit réveil citoyen à faire, sans aller jusqu'à vouloir intervenir. On n'est pas tous des policiers ou armés pour l'être. Mais voilà, mais
C'est un peu ça la vraie réponse. Comment on peut prendre collectivement en charge ce problème. Mais est-ce que ça a des incidences sur la fréquentation? Parce qu'on entend des gens, ce qu'on n'entendait pas il y a quelques années, notamment des femmes d'ailleurs, qui disent moi je ne prends pas le tramway après 19h, etc. Est-ce que la fréquentation s'en ressent ou pas? Actuellement, on est sur une phase très positive en matière de fréquentation. C'est-à-dire, je pense que ce phénomène existe, mais il existe pour l'instant encore à la marge. Bon. Mais parce que notre fréquentation, l'année dernière, enfin entre 2017 et 2016, elle a encore progressé de plus de 2%. Donc il y a encore une dynamique extrêmement forte. Tout le monde sait que sur notre réseau, on a des problèmes de charge, on a beaucoup trop de monde. On l'évoquait tout à l'heure sur le busway. Donc il y a une vraie progression du trafic. Ce phénomène-là, on voit évidemment un certain nombre de clients parfois rendre leur abonnement. On le voit sur certains services un petit peu particuliers. Je pense à la Luciole qu'on avait mis en œuvre il y a quelques années pour desservir les boîtes de nuit, notamment les établissements de nuit de l'île de Nantes, entre 2h et 4h du matin. Il avait connu une fréquentation légèrement qui progressait régulièrement. Depuis 2 ans, sa fréquentation stagne, voire elle diminue, parce que les gens ont d'autres alternatives et que parfois l'image des transports publics se trouve altérée par ces problèmes de sécurité. Donc il y a un petit signal faible, comme on dit, autour de ce problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se préoccupe énormément du problème de sécurité, en dehors du fait que c'est la première mission d'un responsable d'entreprise de veiller à la sécurité de ses agents. C'est aussi une responsabilité de veiller à ce que on continue à avoir une activité qui puisse se développer dans des conditions normales. Est-ce que, oui, on a parlé du schéma directeur des transports qui concerne plus on va dire, les grandes infrastructures, les grands développements. Est-ce qu'un des éléments qui peut faire augmenter la fréquentation, c'est pas la question du dernier kilomètre? C'est-à-dire comment on va de son domicile au tramway le plus proche, ou au busway, ou au chronobus, et comment, à l'inverse, quand on quitte le tramway ou le busway ou le chronobus, on va chez soi. Est-ce qu'il y a des solutions qui, à la fois, sont déjà mises en œuvre, peut-être vont se développer, y compris avec des véhicules autonomes, comme on commence à imaginer? Alors, il y a beaucoup de... C'est vrai que la question du dernier kilomètre, c'est une vraie question, et c'est d'autant plus vrai quand on est en périphérie de ligne, à l'extérieur, parce qu'on se doute bien qu'on ne va pas emmener nos lignes de bus faire tout le tour de tous les lotissements à l'extérieur de l'agglo. Et donc, il y a un certain nombre d'expériences en France qui sont en train de se développer. Je pense à une qui est à Rouen, avec des véhicules autonomes, qui font le dernier kilomètre et qui viennent chercher les personnes dans les lotissements pour les rabattre, enfin c'est le mot, enfin pour les ramener à une station de tramway. Alors, nous, on va y réfléchir, et plus qu'y réfléchir, puisqu'on va sans doute mettre en place à titre expérimental une navette autonome pendant le grand événement Nantes se réinvente sur la carrière Misery entre avril et septembre prochain. C'est d'ailleurs aussi pour montrer que ces véhicules existent, qu'il va falloir les prendre en compte. Bon, là, il n'est pas forcément sur le site qui sera la meilleure réponse, mais je pense que c'est un prémisse à dire que ça peut être une solution pour venir faire ces derniers kilomètres. Il y a une autre réponse, qui est de dire aussi qu'il faut absolument que dans ces derniers kilomètres, il y a un traitement sur ce qu'on appelle les modes doux, c'est-à-dire qu'on aménage les circuits piétons ou de roues pour que ce ne soit pas le réseau de transport public qui transporte 2 personnes qui aillent au pied des logements. Et après tout, les modes doux, tout le monde dit, c'est aussi bon pour la santé de nos concitoyens. Donc il faut être en capacité d'accueillir les stations de vélo quand le rabattement, entre guillemets, se fait à vélo, ou d'avoir des cheminements piétons sécuritaires pour revenir là aussi. Après tout, si je dois rejoindre une station de tramway, c'est quand même mieux que le chemin soit à peu près balisé, traité contre les intempéries, et puis éclairé et sécurisé. Donc il y a des réponses en termes d'urbanisme. Les derniers kilomètres, ça se traite un peu comme ça. Il y aura des réponses techniques au travers de véhicules autonomes, parce qu'on ne va pas payer de la main-d'œuvre pour faire ces fameux derniers kilomètres. Et puis il y a d'autres réponses qui vont tourner autour de l'utilisation plus massive du covoiturage. Nous croyons beaucoup à cette solution à la Sémitane. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec Nantes Métropole sur un projet de covoiturage, c'est-à-dire d'utiliser finalement une offre de transport qu'on n'utilise pas beaucoup, qui est les dizaines et centaines de voitures qui circulent dans cette agglomération, et où on voit toujours une personne tout seul, et au pire, ou au mieux, si j'ose dire, avec un accompagnateur. Il y a une offre formidable de transport qui n'est pas utilisée. Bon. Après, dans le temps, c'était un peu compliqué.
aujourd'hui, les moyens techniques permettent de mettre plus facilement en relation un covoitureur et un covoituré, si j'utilise ces mots-là. Et nous sommes en train de travailler à un système comme ça. Alors, il y a une difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, il y a une question à se poser, c'est-à-dire, est-ce qu'on laisse ça au champ de l'initiative privée, parce qu'après tout, on peut s'auto-organiser soi-même, ou est-ce qu'on considère qu'il faut l'intégrer dans un service de transport, auquel cas la Cimitane et bien sûr Nantes Métropole participent à la mise en place de ce système-là. Nous, on est persuadé que ça doit faire partie d'un élément de la nouvelle politique de transport, que ça doit se réguler, s'organiser. Et je pense que dans la future période 2019-2025, qui est la future période de la délégation des transports futurs, on va voir émerger à Nantes, en tout cas, des essais de mise en place de systèmes d'accompagnement par le covoiturage. Il y a des expériences qui fonctionnent bien aux États-Unis. On commence à en voir quelques-unes en France. Je pense qu'il y a une réponse possible là, y compris dans ma réflexion de tout à l'heure sur la maîtrise économique de l'ensemble du système. Mais est-ce que Uber, pour ne pas le nommer, ou d'autres réseaux ne vont pas finalement aller plus vite que le service public pour organiser le transport? Alors ça, c'est vrai, c'est une vraie difficulté. C'est que quand on met ça dans les règles aujourd'hui d'une décision, d'un système institutionnel, il manque un peu de l'agilité dont font preuve ce qu'on appelait dans le temps ces barbares, parce qu'ils arrivent un peu à des techniques de barbares, mais quand il y a une bonne réponse, c'est eux qui prennent la main. C'est pour ça que j'évoque la question, comment peut-on demain essayer d'articuler ces services qui vont exister avec quand même la vocation d'une forme de régulation. Parce qu'on voit bien la limite de ces systèmes-là aussi, c'est qu'il y a une dérégulation, si elle n'est pas sur le plan du transport proprement dit et sur le plan social, est-ce que là aussi, collectivement, on accepte ou pas de laisser ça sans règles? Moi, je considère qu'il faut y mettre des règles, mais évidemment, mettre des règles, c'est antinomique de faire de l'agilité. Bon, c'est aussi un vrai défi de demain, ça, hein. Moi, je pense qu'à Nantes, il y aura d'ailleurs, de toute façon, il y aura les deux systèmes qui fonctionneront. Je ne pense pas qu'on puisse non plus éliminer toute forme de créativité. En plus, on la recherche aujourd'hui. Mais je pense que ça ne nous oblige pas à ne pas, nous aussi, réfléchir à un système plus organisé, plus régulé. Et puis, finalement, après, c'est les clients, entre guillemets, qui feront leur choix entre les deux systèmes. Et est-ce qu'il y a des réseaux en France ou en Europe qui sont plus avancé, alors je n'ose pas dire plus avancé que Nantes, parce que je vais vous vexer, mais non, sur ces questions-là d'innovation, d'anticipation, est-ce qu'il y a des réseaux un peu pionniers là-dessus? D'abord, je pense que tout le monde est soumis aux mêmes défis que ceux qu'on évoquait, hein. Donc là-dessus, il y a une égalité sur la ligne de départ. Après, bien sûr, il y a des expériences un peu partout. La difficulté dans ce champ-là, c'est que une expérience, c'est pas une réponse. C'est-à-dire, il faut plein d'expériences pour avoir une réponse, mais faire une expérience, c'est pas une solution, c'est pas une réponse. Donc, ce qu'il faut faire là-dessus, je pense que c'est de la veille. C'est à nous, à Nantes, comme les autres, on doit être attentif à ce que font les uns les autres. En plus, en ayant la modestie de dire qu'il n'y a pas de solution qui est reproductible complètement d'un pays à l'autre. On va dire qu'il y a des transports beaucoup mieux organisés sur certains secteurs en Asie, mais on n'a pas forcément, nous, envie de rentrer dans le modèle de ces pays. Donc, il faut de la veille, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce champ-là. Les technologies nouvelles offrent beaucoup d'horizons. Mais la veille, ça ne veut pas dire qu'on va reproduire systématiquement tout le temps. Donc, moi, j'invite mes collaborateurs et puis la profession d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Véhicules autonomes, digitalisation, agilité que permettent aujourd'hui toute une série de start-up. Ça doit éveiller notre acuité intellectuelle, je veux dire. Et puis surtout, après, quand on se retourne sur Nantes, quelles sont les meilleures déclinaisons qu'on peut faire de ces services pour qu'à Nantes, on trouve un système à la nantaise, comme pour le football, hein. Il faudra après trouver le système à la nantaise. On a donné déjà des signes qu'on sait faire du transport à la nantaise, mais ça ne s'arrête pas là, hein, et ça serait naïf et prétentieux de dire que notre univers s'arrête à la métropole nantaise. Merci Alain Bosvilleval. Moi j'ai une toute dernière question avant qu'on arrête cette conversation. Vous allez quitter votre poste à la fin de l'année. Qu'est-ce que le personnel de la Cimitane va bien pouvoir vous offrir? Un bus ou un bus c'est un peu grand, un tramway c'est encore plus grand. J'ai un petit jardin mais je pense que le tramway n'y tiendrait pas. Non, je souhaiterais qu'il garde le souvenir d'une période où on a collectivement, parce que moi je crois beaucoup au travail collectif, où on a collectivement fait avancer l'entreprise
et pas l'entreprise pour elle-même, l'entreprise au service des citoyens de l'agglomération nantaise. Ce serait déjà une bonne reconnaissance, me semble-t-il. Merci beaucoup Alain Boswildwald et continuez à écouter Radio Nantes. Merci. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.